Bonjour à tous. J'ai la chance de pouvoir présenter une partie des travaux du laboratoire du LCBM grâce à l'invitation de Marc Foncab. Alors j'ai aussi la chance d'avoir une très bonne introduction. Donc du coup, il y a une petite partie de ce que je vais vous présenter qui va aller un peu plus vite, puisque ça fait un peu redondant. Mais ce que je voulais dire en introduction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on arrive enfin à avoir fait comprendre un peu à tout le monde que la science, en fait, se situe aux interfaces. Et c'est un peu en partie grâce au professeur Marc Foncab qui a pu développer au cours de très longues années, je dirais, cette idée de faire travailler des chimistes et des biochimistes au sein d'un même laboratoire. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a créé le laboratoire de chimie et biologie des métaux à Grenoble. Et qui, après sa nomination à Paris, eh bien, nous essayons de continuer à faire fructifier. Et quand Marc m'a proposé de présenter ce cours, j'ai trouvé que c'était une chance assez intéressante de montrer en fait vraiment ce qui était l'essence de la chimie bio-inorganique, à savoir rassembler, je dirais, le monde du vivant, donc les molécules du vivant. Donc on va parler aujourd'hui de polypeptides et de protéines, et une partie du monde inanimé, et qui est plutôt la chimie de synthèse, et qui est la chimie inorganique, et de rassembler quelque chose pour créer de nouveaux objets et de créer de nouvelles fonctions. Alors évidemment, l'idée que je vais développer aujourd'hui est juste en fait de vous montrer quel est l'effet, l'importance de la création de ces hybrides ou métalloenzymes artificiels dans le domaine de la catalyse. Et l'idée simple, c'est qu'il faut absolument comprendre comment les mécanismes de ces petites molécules sont faites pour effectuer une réaction, pour pouvoir ensuite les appliquer vraiment dans le monde industriel. Et ça, c'est un prérequis que les gens oublient un petit peu. Et c'est pour ça que Marc disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de la biologie en faisant beaucoup de tests un peu au hasard. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il faut vraiment comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe avant de pouvoir l'adapter au monde industriel. Alors, ce travail est en fait la collaboration de deux laboratoires. Donc, d'une part, l'équipe BioC que je dirige au sein du LCBM et le groupe de métalloprotéines à l'Institut de biologie structurale de Grenoble, qui est dirigé par Juan Fontecilla. Et je remercie plus particulièrement Christine Cavazza, qui est vraiment la personne avec qui je collabore le plus, avec qui nous travaillons vraiment en étroite, de manière étroite. Je représente ici la liste de tous les gens qui ont été impliqués dans le travail. Alors, il y a principalement. Voilà. Alors, Christine qui s'occupe en fait de la partie cristallographie des protéines et d'une partie de la biochimie. Pierre Rousselot-Paillet qui a été un postdoc dans le laboratoire qui a travaillé sur la synthèse de petites molécules qui sont des catalyseurs à fer. Caroline Marché-Lapierre qui s'occupe de la synthèse organique au sein du laboratoire. Philippe Carpentier qui s'occupait d'études biophysiques sur les hybrides. Et Elodie Gergenti qui était un postdoc au laboratoire et qui a étudié, dont le travail va être présenté dans la deuxième partie. Michael Charrier dans le groupe de Christine qui s'occupe de la cristallographie de ces hybrides aussi. Marina Ianello qui s'occupait de la synthèse de la protéine d'intérêt. Frédéric Condon qui vient de finir sa thèse au laboratoire et qui est en postdoc en Corée. Constance Bochot qui était aussi postdoc et qui a travaillé sur les premières interactions entre la protéine et les complexes catalytiques. Et Patricia Amara qui a eu un rôle important dans la deuxième partie puisqu'elle a travaillé beaucoup sur la compréhension de l'interaction entre le complexe et la protéine. Et Juan pour ses conseils avisés. Voilà, donc ce sont des travaux qui ont été soutenus par l'ANR. Donc l'idée et l'objectif de l'équipe, c'est en fait de développer de nouveaux outils pour la chimie durable. Marc en a déjà parlé, donc je vais aller assez vite. L'idée, c'est en fait d'utiliser les différents principes de la chimie verte qui sont énoncés ici,
et qui nous intéresse plus particulièrement, qui est d'éviter d'utiliser des solvants polluants. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de travailler dans l'eau, d'essayer de travailler avec des produits qui sont non nocifs. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller utiliser, dans notre cas, des métaux non toxiques, qui sont non dangereux et qui sont de part relativement abondants. Et surtout, la chose la plus importante, d'avoir un gain en énergie qui va être apporté par des procédés catalytiques. Alors aujourd'hui, dans le monde industriel, ce qui est important, c'est deux domaines de la catalyse. C'est d'une part la biocatalyse qui évolue de manière très très rapide avec les avancées des biotechnologies, qui permettent notamment grâce à la biologie moléculaire d'obtenir des enzymes en très grande quantité, de manière de plus en plus stable, et qui permettent ainsi d'arriver directement vraiment dans le monde industriel et dans la production. Alors ici, je vous ai représenté un transparent où on voit par exemple qu'il existe en 2008 140 biotransformations, qui sont utilisées et pour des productions de l'ordre supérieur à 100 kg par an. Alors vous allez me dire 100 kg, ce n'est pas beaucoup. Bon, c'était la limite, sinon on va à centaines de kilotonnes. Alors, par exemple, ce qu'on voit, c'est que généralement, ces systèmes synthétisent surtout des produits naturels. D'accord ? Alors on aura des peptides, on aura des aminoacides, des acides gras, des carbohydrates, des nucléotides. Et je dirais, la force de ce domaine, en fait, peut être illustrée ici par la synthèse de l'aspartame, qui est une des réactions, qui est ou un des procédés qui est le plus important aujourd'hui dans le monde industriel, puisque c'est plus de centaines de kilotonnes. Et vous vous rendez compte qu'ici, pour arriver à synthétiser l'aspartame, qui est un dipeptide, eh bien, on démarre de l'acide fumarique, on utilise une enzyme qui est appelée aspartase, mais qui en fait permet de lier un ammonium sur une double liaison. C'est ce que vous voyez ici, donc on appelle ça une ammonium liase. Vous formez cette entité-là, vous protégez d'une certaine façon, vous rajoutez un acide aminé ici, grâce à l'utilisation de la thermolysine, qui est une peptidase, vous allez avoir le couplage peptidique qui vous donne après des protections, l'aspartame. D'accord ? Et ça, c'est utilisé aujourd'hui à très très grande échelle. Si on continue, on se rend compte que les types de catalyseurs qui sont utilisés sont plutôt du domaine de l'hydrolyse. Vous avez les hydrolases, vous avez aussi les liases dont on vient de parler, et vous avez aussi un petit peu de méthyltransférase, mais par exemple, vous vous rendez compte que le domaine de l'oxydoréduction est relativement un peu plus limité. Alors, ça date de 2008, alors aujourd'hui, je vous garantis que ça pousse, donc effectivement, peut-être que les proportions ont un peu changé, mais néanmoins, ce qu'on se rend compte, c'est que les systèmes de catalyse d'oxydoréduction sont relativement limités, les moins importants étant les systèmes où on n'utilise que l'enzyme purifiée. Alors que si on veut arriver à faire des réactions d'oxydation, il faut utiliser plutôt directement les cellules entières, qu'on va appeler oxidase initiale. Et en fait, ça, c'est dû au fait que lorsque vous voulez faire une réaction d'oxydoréduction, il est nécessaire d'utiliser plusieurs types d'enzymes. Vous ne pouvez pas utiliser que l'enzyme qui est responsable de la biotransformation, vous êtes aussi obligé d'utiliser un cofacteur ou une coenzyme qui va vous permettre en fait d'activer cette molécule. Ce qui fait que ça rend un peu les systèmes un peu plus compliqués dans le cas de l'oxydoréduction. Du moins pour les évolutions. Donc du coup, comment on peut pallier ça ? Eh bien ça, évidemment, c'est le domaine plutôt de la chimie inorganique. D'accord ? Et aujourd'hui, le résultat, peut-être le plus flamboyant, c'est la synthèse. C'est illustré par la synthèse de la vanilline, par exemple. Alors là, je ne vous dis même pas, qui permet de la vanilline de synthèse, qui est un procédé Rhodia et avec des quantités de plusieurs milliers de tonnes par an, qui consiste en fait à utiliser des catalyseurs d'oxydation, alors là, hétérogènes, en utilisant H2O2 pour oxyder un phénol en catéchol, puis de le méthyler pour conduire ensuite à la formation d'un alcool dans cette position et une deuxième oxydation ici avec un catalyseur de métal rare. Donc c'est peut-être ici cette position qui est peut-être un peu compliquée parce que ça coûte un peu plus cher.
Néanmoins, encore aujourd'hui, les gens essayent d'optimiser cette réaction, parce que c'est un enjeu important d'un point de vue économique, évidemment. Alors, ce n'est pas la seule réaction, et en fait, vous voyez ici que beaucoup de sociétés ont soit créé de petites start-up ou de petites sociétés pour permettre de développer de nouveaux types de catalyseurs. Alors, vous voyez qu'on est capable à la fois d'oxyder des sulfures, j'y reviendrai parce que c'est un peu le sujet d'une partie de mon exposé, l'oxyder des alcools, oxyder de l'azote, enfin des produits azotés, pardon, des alkènes, des alcènes, et des positions allyliques, et aussi le clivage des alcènes, et aussi d'oxyder des alcènes. Alors, j'ai choisi ici deux exemples. Alors ça, ce sont des procédés qui sont dans des portefeuilles des sociétés et qui sont parfois utilisés, comme c'est le cas par la société AstraZeneca de l'ésoméprazole, qui est un système pour éviter baisser le pH dans votre estomac, et qui est une production de dizaines de tonnes, et vous voyez, qui consiste en fait à oxyder un sulfure en sulfoxyde de manière anéantiosélective, et pour ça, on utilise un complexe de titane, un ligand chiral, et on arrive avec des excès nantiomériques très très bons. Et par contre, vous vous rendez compte qu'il y a une efficacité qui est relativement faible. Néanmoins, de par l'intérêt de la molécule, eh bien, ce procédé est utilisé. Une autre possibilité, c'est les oxydations d'alcène, en utilisant un ligand dont Marc a parlé tout à l'heure, qui est le salène, et en prenant un complexe de cobalt. Vous avez un système qui est très très efficace pour effectuer ce type d'oxydation enantiosélective, et qui possède toujours des petits inconvénients, c'est que ce système n'aime pas l'eau du tout. Voilà. Donc vous voyez que ces deux domaines sont très actifs. Néanmoins, ils présentent certaines limitations, je répète, juste pour le domaine industriel. La première, évidemment, c'est que ça coûte cher, et donc on a toujours un problème. C'est que, d'une part, vous avez le coût des matériaux. Et alors là, j'ai représenté, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, c'est le cours des métaux, par exemple, au cours du temps. Et on voit que, par exemple, pour le platine, c'est $1 200, si je me 1 280 $, je ne vois même plus. Et je ne vois même pas là, donc ce n'est pas très grave, qui sont très très chers. Donc ça, il faut éviter ces métaux-là et d'aller vers des métaux qui sont beaucoup moins chers comme le fer ou le cuivre, qui sont nettement plus abondants. Mais l'autre problème aussi, c'est les brevets. C'est qu'en fait, vous avez des dépôts de brevets. Si vous voulez vraiment utiliser le brevet, il faut l'acheter, il faut le payer. Ça coûte très très cher à la société. Donc la société préfère prendre un système qui est catalytique et peut-être énantiosélectif, mais de moindre efficacité, et d'après de faire une purification, rajouter une purification, parce qu'à la fin, ça leur coûtera beaucoup moins cher. La deuxième chose, c'est évidemment le passage de la paillasse, ou du moins de la production d'une dizaine de grammes à la tonne ou aux centaines de kilos. Mais évidemment, ça pose des gros problèmes, on en est encore là, et il y a toujours les problèmes de l'empoisonnement des catalyseurs à cause des impuretés créées par la quantité de produits, et surtout les problèmes de stabilité. Mais en fait, et Marc en a un peu parlé tout à l'heure, le plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui réellement, enfin bon, je triche un petit peu, mais on ne sait pas réellement comment, si on choisit un procédé donné, on a une molécule qu'on veut transformer, on ne sait pas du tout quelles sont la solution adéquate. Donc on y va toujours au coup par coup. C'est-à-dire, tiens, on va tenter d'utiliser cette molécule sous ce procédé catalytique pour voir si ça marche. Il n'y a pas réellement de solution déterminée, et ça veut dire que c'est encore du domaine de la recherche fondamentale. Et c'est ce que je dis ici, c'est qu'il est nécessaire absolument de connaître à l'échelle moléculaire le mécanisme des différents catalyseurs que l'on peut proposer. Alors c'est vrai pour permettre le contrôle de la sélectivité et notamment de l'énantiosélectivité, et donc il y a encore beaucoup de travaux à faire pour essayer de comprendre quel est l'effet d'une structure sur la réactivité de votre catalyseur. Alors c'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. En quoi le laboratoire est impliqué dans cette approche? Eh bien, ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est d'utiliser des catalyseurs, évidemment, à faible coût,
peu toxiques. Alors c'est pour ça qu'on va utiliser des systèmes inorganiques qui vont utiliser du fer, du cuivre ou éventuellement du manganèse. Et d'utiliser non pas des oxydants forts et qui sont un peu dangereux, hein, comme du NaOCl, encore que je vais en parler un petit peu, donc, mais certains catalyseurs qui sont certains oxydants qui sont plutôt dangereux, mais d'utiliser plutôt l'oxygène comme accepteur d'électrons, parce que c'est ce qui se passe réellement dans la nature et donc on n'a aucune raison de ne pas pouvoir le reproduire. Et d'utiliser évidemment des polluants, enfin des molécules dangereuses comme substrat pour essayer justement de rendre quelque chose qui est inintéressant et de le valoriser. Alors on s'intéresse à des réactions qui concernent l'activation de liaisons CH pour former des alcools, des époxydations et aussi des sulfoxydations, c'est-à-dire l'insertion d'un oxygène la création d'une liaison SO au sein d'une molécule. Et l'idée principale étant évidemment d'aller vers des molécules d'intérêt pharmaceutique, c'est-à-dire de faire donc de la catalyse énantiure sélective. Pour la synthèse de nos catalyseurs, eh bien, on a une approche bio-inspirée. C'est ce dont Marc a parlé tout à l'heure. Hein. Donc on s'intéresse à toutes les enzymes, ou du moins on prend exemple sur toutes les enzymes qui sont capables d'effectuer et d'activer l'oxygène moléculaire pour effectuer des réactions très compliquées, hein, qui sont comme l'hydroxylation du camphre, par exemple, par le cytochrome P450. Vous voyez ici l'enzyme et qui a un cofacteur ici qui est une porphyrine. Et donc pour ça, les chimistes le miment en première approche par une porphyrine de fer. Vous avez aussi d'autres enzymes à fer non héminiques, qui sont capables d'effectuer des coupures de liaison CC d'un catéchol pour former, ici c'est un semi-acétal muconique. Et pour ça, eh bien, j'utilise des environnements qui se rapprochent, pour le métal, hein, qui se rapprochent de celui de l'enzyme, comme c'est représenté ici, avec ici la présence du tyrosine qui est mimé par un phénol sur ce complexe. À partir de là, la question qui nous intéresse, c'est comment on peut arriver à faire de la catalyse d'oxydation en utilisant O2 et des réducteurs pour activer les ions CH ou pour hydroxyler un aromatique. Eh bien, dans la littérature, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui est efficace. J'ai repris des choses qui datent un petit peu, mais qui sont quand même qui représentent réellement le domaine, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la chimie de GIF, hein, qui consiste en fait à utiliser des complexes de fer, de la pyridine et de l'acide acétique en présence d'oxygène et d'un réducteur pour oxyder du cyclohexane par exemple et former ainsi de cyclohexanone et du cyclohexanol. Il n'y a jamais de sélectivité, donc c'est toujours un peu embêtant. Et l'idée, c'est de dire que c'est une chimie radicalaire, c'est-à-dire qu'on casse une liaison CH, on forme un radical qui réagit avec O2, vous formez un hydroperoxyde du cyclohexane, et c'est sa cassure qui permet de former cette entité-là. Dans le cas des molécules aromatiques comme le benzène, eh bien, c'est pareil. On se retrouve avec des systèmes qui sont très très peu sélectifs. Hein, donc vous formez effectivement un phénol, mais vous formez aussi de l'hydroquinone et d'autres systèmes. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de système qui soit capable d'avoir une grande sélectivité et qui se fasse surtout dans des conditions douces. Et ça, c'est parce que généralement, on propose que le radical hydroxyle au H point est responsable de la cassure de cette liaison, et ce qui fait que lui, il est capable, comme c'est un oxydant très très fort, il est capable d'attaquer partout et de manière non spécifique du tout. Alors, voilà ce que dit le chimiste. Maintenant, que dit la biologie? Eh bien, si on regarde toutes les enzymes qui possèdent un site actif contenant deux histidines, un aspartate ou un glutamate, un aspartate ou un glutamate et un atome de fer, eh bien, il est capable pourtant d'activer l'oxygène moléculaire et d'effectuer des réactions sélectives, d'hydroxylation. Alors vous voyez par exemple, peut-être l'exemple le plus intéressant pour nous, c'est la naphthalène dioxygénase, qui est capable
d'oxyder la naphtalène pour former un diol, et ça de manière stéréospécifique. D'accord? Alors ça, chimiquement, c'est loin d'être gagné. Vous avez aussi ce dont je viens de parler tout à l'heure, la catéchol dioxygénase, qui est capable donc d'oxyder les catéchols. Vous avez aussi des enzymes qui utilisent, alors je triche un petit peu parce que là c'est un peu un cofacteur, qui sont en fait des alpha-cétoacides qui vont venir se lier sur le fer et qui vont permettre une hydroxylation sur le noyau de cette molécule. Alors ça peut être intramoléculaire, mais ça peut être aussi intermoléculaire, ou lorsque vous rajoutez l'alpha-cétoacide, vous générez une entité à haut degré d'oxydation qui vous permet d'hydroxyler, par exemple, l'isyle ici, en cette position. Et enfin, vous avez aussi d'autres systèmes qui utilisent un autre cofacteur, qui est la ptyrine, et qui permet de faire de l'hydroxylation aromatique, comme vous voyez ici. Donc vous voyez, il y a des réponses qui existent. Donc à nous d'aller les comprendre et d'aller les chercher. Alors, ça a été un travail qui a été fait depuis 20 ans, et je vous le résume assez simplement sur ce transparent-là, et ce que je vais appeler le paradigme EGMIC, c'est-à-dire qui explique comment les enzymes activent l'oxygène moléculaire. Si vous prenez le cas des cytochromes P450, les M-peroxydases ou les catalases, vous vous rendez compte que le système, pour qu'il fonctionne, a besoin d'être à l'état réduit, donc faire 2, réagir avec l'oxygène moléculaire, former une entité superoxo, qui ensuite est réduite à un électron pour former une entité peroxo, et c'est cette entité peroxo qui subit une coupure hétérolytique pour conduire à une entité qu'on va appeler un oxo, on en parlera encore au cours de l'exposé, qui contient donc un atome de fer 4 lié à cet oxo et un radical point plus sur le ligand porphyrénique. Et c'est cette entité-là qui est responsable du transfert de cet oxygène, par exemple, sur le camphre dont on a vu tout à l'heure. Il existe d'autres enzymes qui sont non pas mononucléaires, mais qui sont dinucléaires et qui sont capables aussi d'activer l'oxygène moléculaire. Et celles-ci fonctionnent de la même manière. Vous avez l'oxygène qui se fixe sur un des métals pour former une entité superoxo. Cette entité superoxo réagit avec le deuxième métal pour former une entité peroxo. Et là, le peroxo est pontant, alors que là, il est terminal. Et c'est la cassure, alors là, homolytique ou hétérolytique, ça ne joue pas beaucoup, vous permet de former des entités dioxo, d'accord, et qui sont, elles, capables d'oxyder des substrats comme le méthane, qui est quand même un des substrats les plus difficiles à oxyder. Toujours, je prends toujours comme exemple le fer. Et vous avez l'exemple des enzymes mononucléaires à fer, qui, elles, sont capables d'effectuer la même chose avec le même système, superoxo, je forme une entité peroxo par réduction, et je forme une entité fer5O, ou OH, et c'est cette entité-là aujourd'hui, enfin ces deux entités restent encore à découvrir, elles n'ont pas encore été mises à jour d'un point de vue chimique. Alors il y a une autre possibilité, c'est de partir du superoxo, de prendre un cofacteur, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme la ptyrine, et de former une entité à haut degré d'oxydation, qui, elle, va être responsable de l'hydroxylation. Alors, tout ce travail-là, évidemment, a été un travail de titan. Ça a été des centaines ou des milliers de postdocs, de thésards, de chercheurs qui ont travaillé pour essayer d'arriver à rendre une copie correcte et quelque chose qui soit finalisé. Et ça a nécessité, évidemment, l'utilisation de beaucoup de techniques, spectroscopiques. Alors on peut parler de toutes les spectroscopies liées autour de l'ion métallique, mais aussi autour de l'enzyme pour essayer de voir comment elle réagit, comment elle était modifiée au cours du processus. Mais en fait, la technique la plus efficace pour vraiment démontrer un cycle catalytique, c'est la cristallographie des protéines. D'accord ? Et je vous présente ici un exemple merveilleux, je dirais, ou sensationnel, c'est comme vous voulez, qui est apparu dans Science en 2007, qui est en fait tout un processus qui a été observé au sein d'un seul cristal. D'accord ? C'est-à-dire que quand on a une protéine, on a la chance, de par sa texture, de pouvoir faire migrer à l'intérieur du cristal, qui est normalement un enchevêtrement de molécules bien fixes les unes par rapport aux autres, et bien de faire circuler
le substrat et les différents acteurs de la réaction. Voilà par exemple ce qui a été obtenu sur le cas de la catéchol dioxygénase, qui est la protécolate de 3-dioxygénase, et qui représente ici les images en fait obtenues par cristallo des rayons X, où vous voyez l'activation de O2, la première espèce formée, qui est la formation d'une entité peroxo, ici, enfin superoxo, pardon. Vous voyez la molécule d'oxygène qui s'est fixée de cette manière et qui est proche de là où se trouve le substrat. Le substrat a pu être aussi cristallisé en même temps que la protéine, et vous voyez que le fer fixe le substrat et le second acteur qui est l'oxygène. Vous avez la formation alors directement d'une entité alkylperoxo qui va provoquer ici la cassure pour conduire au produit final qui est le semi-aldéhyde de l'acide muconique, et qui est le produit final. Donc vous observez directement dans le même cristal toute la réaction. Ça a pu être encore observé de manière un peu plus précise, et à partir de cette entité-là, comment la cassure s'effectuait. Ça a été un travail dérivé, où on voit ici comment on casse la liaison OO, qui était, je ne me trompe pas, ici, et, vous formez cette entité-là, vous avez la formation d'une lactone qu'on n'a pas montrée, et la cassure ici. D'accord ? Donc vous voyez que là, directement, j'ai toutes les informations. Je sais exactement qui intervient dans le mécanisme, et ça grâce à la texture, ou du moins les propriétés des cristaux de protéines. Maintenant, si je veux faire ça d'un point de vue chimique, alors je vais prendre un autre exemple, toujours pour l'activation de O2, c'est un peu plus compliqué, parce que là, je suis capable de faire des cristaux. Mais le problème, c'est que le packing, ou si vous voulez, comment les molécules sont présentées les unes par rapport aux autres, ce sont très serrées, et il n'y a pas possibilité de faire migrer quoi que ce soit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de partir d'une entité donnée et de cristalliser, en travaillant à très basse température par exemple, de cristalliser un des intermédiaires de la réaction. Donc là, par chance, on a obtenu quelque chose qui était exceptionnel, qui est la formation d'une entité fer4O par le groupe de Kay et de Bans à Orsay. Mais c'est la seule entité qui sont capables de cristalliser dans tout le système, sauf peut-être l'entité de départ, évidemment, puisqu'elle est stable. Okay, donc là, on a un problème. Et du coup, on est obligé, pour revenir en arrière, pour expliquer comment cette entité se forme, on propose des mécanismes. Et qui sont issus, en fait, d'études analogues, mais sur des systèmes qui sont un peu différents, où on a fait varier les ligands, par exemple. Et c'est la seule manière qu'on ait. Et comme ça, on peut reconstituer un puzzle. Mais on n'a jamais une vue globale du mécanisme. Et donc, ce que je voudrais vous proposer ici, c'est en fait de combiner les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la cristallographie des protéines et ce monde de la chimie inorganique pour la catalyse d'activation de O2, dans une seule entité, donc former un hybride qui va nous permettre de faire cette chose et de suivre la réaction directement. Et c'est ce que j'ai un peu illustré ici, enfin ce qu'on a illustré ici, c'est-à-dire on fait insérer un complexe inorganique au sein d'une protéine et de regarder par cristallographie des protéines comment ce système-là active l'oxygène moléculaire et quelles sont les différentes étapes de la réaction. Alors, évidemment, la chose la plus compliquée, alors ça c'est surtout pour étudier l'hydroxylation aromatique. Donc, ce qui est compliqué dans ce domaine-là, c'est de trouver justement la bonne molécule hôte, et on a eu la chance, en travaillant avec le groupe de métalloprotéines de l'IBS, d'utiliser la protéine NICA, qui est une protéine impliquée dans le transport de nickel et chez coli, et qui a été cristallisée à l'IBS et qui possède une structure assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle a deux lobes, et à l'intersection des deux lobes, ou à la connexion des deux lobes, vous avez en fait ici une cavité qui, lors de la cristallisation, a été remplie par une molécule exogène qui est du fer EDTA, comme c'est présenté ici. D'accord ? Donc vous voyez que vous avez dans la cavité le complexe de fer, ici EDTA, le DTA étant présenté là, d'accord, avec 4 carboxylates. Et ces carboxylates, en fait, 2 sont liés avec des arginines de la protéine, par liaison hydrogène,
qui fait que cette protéine était potentiellement intéressante puisqu'elle était capable de fixer des molécules exogènes. Pour le choix du catalyseur, en fait, on est parti sur une stratégie qu'on avait développée à la fin des années 2000 avec Marc, qui était en fait d'essayer d'étudier une réaction d'oxydation en utilisant le ligand, enfin une partie du ligand, comme substrat. Il nous permettait comme ça de pouvoir connaître en partie seulement les produits de la réaction, tout du moins. Donc vous voyez qu'on partait d'une entité dinucléaire. De cette entité nucléaire de fer était réduite par de l'ascorbate. On formait une entité de fer 2 qui était présentée à l'oxygène. Et alors, on obtenait un système qui était hydroxylé sur sa partie aromatique. D'accord ? Et on formait un fer 3 phénol. Et on pouvait supposer qu'on passait par une entité peroxo, mais on n'en avait pas eu la preuve. Ça a été repris par plusieurs équipes, et vous voyez ici une entité dinucléaire de fer qui présente aussi un aromatique et qui, en présence de O2, est capable de former cette entité peroxo, tout ça étant proposé évidemment pour former cette entité phénolate. Alors, l'idée étant que si vous hydroxylez le ligand, l'entité qui porte les équivalents oxydants sont le métal, d'accord, puisque ça se trouve dans l'environnement du métal. Alors, pour partir toujours sur cette stratégie, on a utilisé un complexe analogue, où là, on a utilisé quelque chose qui ressemble un peu à l'EDTA, mais au lieu d'avoir 4 carboxylates, il n'y en a que 2, et on a remplacé un des carboxylates par un benzyle qui va nous servir de substrat, moi c'est ce qu'on espère, et on a pris aussi de l'autre côté un phénol, parce que ce phénol avait été coloré par son transfert de charge et nous permettait de voir son intégration au sein des cristaux, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, on a pris ce complexe en présence de O2 et d'un réducteur, le DTT. On a regardé comment l'oxygène était consommé et on se rend compte que lorsque il n'y a pas de catalyseur, eh bien, le DTT consomme l'oxygène, mais de manière relativement lente. Il faut 6000 secondes pour même pas 50%, alors que si vous mettez le catalyseur, la réaction est relativement terminée rapidement, ce qui montre bien que c'est le complexe qui active l'oxygène moléculaire. Bien, un peu de technologie, alors très simple. Comment avons-nous travaillé ? On est parti de cristaux, enfin je dirais plutôt Christine Cavazza est partie de cristaux de fer 3D DTA-NiCa, dont je vous ai montré la structure tout à l'heure, à pH 4,9. On a rajouté dans le milieu de cristallisation notre complexe, qui était coloré. On l'a laissé tremper dans le milieu toute la nuit et on a récupéré les cristaux qui se sont révélés colorés rouge, ce qui montre que le complexe a migré à l'intérieur du cristal. La deuxième étape, puisqu'on veut activer l'oxygène moléculaire, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir une entité réduite. D'accord ? Donc, on passe dans une boîte à gants pour éviter d'avoir de l'oxygène, et on rajoute le réducteur directement, et on a ainsi la disparition de la coloration au sein du cristal. Ce qui veut dire que soit le fer est parti dans la solution, soit on a bien réduit le fer 3 en fer 2, parce qu'à ce moment-là, le transfert de charge se trouve dans l'UV. On a sorti ces cristaux à l'air, et on a eu la chance, du moins, de voir que les cristaux se recolorent. Mais vous voyez, quelque chose de particulier, c'est que la coloration n'est pas du tout la même que celle de départ. Donc il y a eu réaction, à l'intérieur du cristal, et il y a bien une modification du système. Maintenant, si on va aller un peu plus loin et d'essayer de piéger des intermédiaires, ce qu'il fallait faire, c'était trouver un moyen de soit ralentir la réaction, soit l'accélérer. Et le seul moyen qu'on ait trouvé, c'était en fait de rajouter des quantités différentes de réducteurs dans le système, parce qu'on pensait que c'était l'étape limitante de la réaction. Et en changeant la concentration du réducteur à cette étape, eh bien, on est capable de piéger d'autres intermédiaires, et vous remarquez qu'à ce moment-là, les cristaux n'ont pas du tout la même couleur que l'espèce initiale, mais encore moins celle finale. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, et ce n'est pas terminé. Donc je vous résume tout ça au sein d'un petit, un petit film, un petit montage, qui est la représentation de la structure aux différentes étapes qu'on a pu piéger. Alors voilà le complexe initial au sein
de la protéine NICA, vous voyez qu'on retrouve la même chose que ce qu'on avait sur le DTA, c'est-à-dire une liaison hydrogène entre l'arginine 137 et un carboxylate du ligand. Le deuxième carboxylate, lui, n'étant lié à aucun acide aminé. Et vous avez le phénol qui se trouve dans cette position, au-dessus d'un tryptophane, et vous avez ici le phényl qui pointe vers l'arginine 97. D'accord ? Donc ça prouve bien que notre système était bien à l'intérieur, et si on arrive à avoir une structure, ça prouve bien qu'il va à un seul endroit. Si maintenant je rajoute du DTT sur les cristaux obtenus, j'oxyde donc le DTT, et à ce moment-là, je réduis mon entité, et j'ai bien conservé dans la cavité le complexe inorganique, d'accord ? Mais maintenant, vous remarquez que si le fer reste au bon endroit, si on retrouve bien une liaison hydrogène entre l'arginine et le carboxylate du ligand, eh bien, le phényl qui se trouvait de ce côté-là s'est retrouvé de l'autre côté. D'accord ? Donc ici, il y a eu une réorganisation du complexe lors de la réduction. D'accord ? Et vous voyez que le phénol qui était dans cette position dans l'espèce de départ se retrouve en fait maintenant en position apicale. Okay ? Et ça, c'était totalement inattendu, mais en fait qui peut s'expliquer relativement simplement par le fait que vous avez ici le changement de charge du complexe. Et donc vous passez d'un ion fer3 à fer2, et donc il y a un excédent de charge qu'il faut aller chercher. Et pour aller le chercher, eh bien, c'est l'arginine qui lui apporte. D'accord ? Et ça, c'est ça qui est la force motrice et qui oblige le système à se réorganiser pour créer cette liaison hydrogène entre l'arginine 97 et un des carboxylates du ligand. D'accord ? Donc, voilà quelque chose d'inattendu, qu'on n'aurait jamais pu voir en solution, ça c'était clair. Et maintenant, on prend les cristaux, on rajoute de l'oxygène moléculaire, et on obtient alors un premier intermédiaire qui est ici symbolisé par cette entité diatomique, d'accord, qui est en fait deux oxygènes liés ensemble et qui ressemble donc à un peroxo d'après les longueurs de liaison, notamment oxygène-oxygène autour de 1,5 angstrom. D'accord ? Vous voyez que ce peroxo lie. Alors, le reste n'a pas changé. Vous voyez que le phényl reste dans cette position. Il ne s'est rien passé. Il y a juste l'oxygène qui s'est fixé. D'accord ? Et on est arrivé à l'entité peroxo. Si je continue, on était capable de piéger un autre intermédiaire, toujours en changeant la concentration de réducteur. Et là, s'il veut bien arriver, je rajoute de l'oxygène toujours. Et je me retrouve alors avec une nouvelle entité qui pourrait être la même, c'est-à-dire que j'ai toujours ma molécule diatomique présente sur le fer, donc j'ai toujours une entité peroxo, mais par contre, j'ai eu une première hydroxylation de l'aromatique. Et il existe alors une liaison hydrogène entre cet oxygène et ce peroxo-là. Et si je laisse aller plus avant la réaction, j'arrive au produit final, qui est cette molécule, et où vous avez ici un catéchol. Donc je suis parti d'une entité benzylique et j'ai formé un catéchol. Ce qui veut dire que j'ai eu, a priori, deux hydroxylations, et il n'y a que la cristallo qui pouvait me le montrer. Il était impossible autrement d'arriver à démontrer ceci, parce que nous avions au sein de notre complexe à la fois un phénol qui pourrait donner ce catéchol, d'accord, et c'est la cristallo qui nous montre qu'effectivement on a bien une hydroxylation aromatique. Et vous remarquez de nouveau qu'il y a eu un réarrangement du système, puisque le catéchol qui était en cette position revient maintenant en position radiale. Ce qui montre bien qu'on a un système, on a une protéine, mais elle donne assez de souplesse pour permettre au système de fonctionner. Et donc là, on vient de découvrir une nouvelle méthodologie pour comprendre les mécanismes de certains catalyseurs inorganiques. Alors, vous allez me dire, tout ça se passe au sein des cristaux, donc c'est peut-être pas très intéressant, ce n'est pas la réalité. Alors, ce n'est pas vrai. Voilà, on a étudié plusieurs techniques de spectroscopie pour nous permettre de valider la méthode. Je vous en montre qu'une, qui est peut-être la plus simple, qui est la spectroscopie électronique, qui vous permet de voir tous les chromophores présents au cours du processus. Je démarre de celui-ci, j'ai un transfert de charge de l'oxygène vers le fer à 470 nanomètres. Lorsque je réduis, je perds, comme attendu,
le transfert de charge. Et à partir du moment où je augmente, j'ai une bande à 515 qui correspond au complexe peroxo, et ensuite j'arrive au produit final qui est à 540 nanomètres. D'accord ? Maintenant, que se passe-t-il en solution si je ne mets pas la protéine? J'ai le même phénomène. Je vois que je démarre d'un système à 470, donc vous remarquez que c'est exactement les mêmes bandes. D'accord ? Donc il n'y a pas d'effet de la protéine sur l'électronique du fer a priori. Et on finit non pas à 540 nanomètres, mais à 510. Donc là, il y avait quelque chose, une ambiguïté qu'il nous fallait lever. Donc, c'est ce qu'on a fait, et on a étudié la réaction en absence de protéines du complexe inorganique. Et pour ça, on a utilisé la spectrométrie de masse pour nous montrer que, en fait, l'oxygène était bien incorporé une fois, deux fois, et même plusieurs fois derrière, hein, je ne vous l'ai pas montré, et que l'oxygène introduit dans la molécule, donc sur ce catéchol, les deux oxygènes provenaient bien à 100% de la molécule, de l'oxygène moléculaire. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une deuxième entité, puisque j'ai une monohydroxylation et une dihydroxylation, ça c'est le catéchol, et en fait, je forme une entité de ce type. Alors, je savais que j'avais bien une hydroxylation, j'avais plus 16, donc j'avais bien un oxygène qui était introduit dans la molécule. Pour le démontrer, j'ai séparé les deux produits par chromato, et j'ai pris la solution obtenue, et je l'ai introduit, enfin je l'ai fait réagir avec les cristaux de protéines, et j'ai obtenu la structure directement. Et c'est ainsi que j'obtiens le complexe de fer 3 avec ici la monohydroxylation et ici le phénol, tout étant identique. Hein, vous voyez qu'encore, je peux utiliser cette technique juste pour déterminer la structure de mes systèmes. Hein, on avait essayé pendant un an, voire même plus dans les années 98, de cristalliser ces systèmes-là, on n'avait jamais réussi. Hein. Donc voilà encore une force de la méthode. Donc, ce qui montre que de toute façon, lorsque la protéine n'est pas présente, il y a un peu moins de sélectivité. Donc ça, c'est déjà une information à laquelle vous pouvez partir, c'est que si je ne mets pas de protéine, je suis moins sélectif. Et c'est un peu ce que Marc vous a dit aussi. Donc voilà, en résumé, le cycle catalytique qu'on a obtenu. On voit qu'on démarre du fer 3, on réduit, on forme une entité peroxo qui permet l'hydroxylation. Donc là, il me manque quelque chose du puzzle. Hein. Quelle est l'espèce active? Et j'ai une seconde dihydroxylation qui est formée à partir de cette entité-là qu'on a cristallisée, et j'ai le produit final. Si je n'ai pas la protéine, qu'est-ce qui se passe? C'est que je forme cette entité-là, et ce phénol-là a une affinité quand même pour le fer 3, et il se fixe ici. D'accord? Et s'il s'arrête là, le système n'est plus actif. Je ne suis plus capable de le réduire, et donc la réaction est arrêtée. Et donc je ne peux pas aller au catéchol. Alors, toujours, pour essayer d'aller plus loin, on était un peu frustré, c'est qu'on ne sait pas réellement quelle est l'espèce oxydante. C'est qui permet d'introduire l'oxygène sur la molécule aromatique. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'oxygène moléculaire est directement introduit sur ces aromatiques par marquage. Il n'y a pas de radicaux libres, parce que sinon ma protéine serait détruite, et on ne voit rien du tout dans la structure qui nous montre que les acides aminés ont été touchés. Et on sait aussi que OH- est bien connu pour réagir sur les noyaux aromatiques par addition. Et un autre point, c'est que si on regarde la distance qu'on a entre notre fer et l'oxygène, le premier oxygène proximal, et le carbone qui va recevoir l'oxygène, on se rend compte que la distance est un peu trop longue pour qu'il y ait un transfert direct. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais ce que je pourrais dire, c'est que soit on a un mécanisme qui est ce qu'on appelle le mécanisme du saut périlleux, qui a été démontré sur des cytochromes, où vous avez l'entité peroxo qui est présente là, vous avez une coupure de la liaison OO, et le retournement de ce OH pour créer une liaison hydrogène avec cet oxygène. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, vous ne lâchez pas OH'. OH' n'est pas libéré, il ne peut pas aller où il veut, c'est qu'en fait, il reste fixé quand même sur ces entités-là, et c'est qu'après qu'il oxyde. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen de dire, je fais des radicaux, mais c'est des radicaux contrôlés. Et l'autre idée qu'on est en train de développer au laboratoire, et ça c'est vraiment pour montrer qu'on travaille, c'est qu'on a travaillé avec un théoricien du laboratoire, Johan Moreau, pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans la protéine. Et pour ça, il a modélisé
le complexe par calcul quantique et ici la protéine en jaune et puis par mécanisme moléculaire, et en liant les deux, il est capable de proposer des mécanismes. Alors aujourd'hui, on n'est pas arrivé au bout, mais néanmoins, ce qui ressort, c'est qu'on forme une entité à haut degré d'oxydation fer 4O, mais avec un radical sur le phénol. D'accord ? Je vous ai montré tout à l'heure que lorsque vous partez d'une entité peroxo mononucléaire, vous arrivez à quelque chose qui est un fer 5O ou un équivalent. Voilà l'équivalent, ça pourrait être un fer 4OH. Alors, ne le prenez pas pour argent comptant, mais en fait, on est en train de travailler là-dessus et on pense que ça pourrait être une voie à compléter. Donc, on affine encore mieux les calculs pour démontrer cela. Alors, voilà, j'ai démontré un cycle catalytique. C'est intéressant, mais comme je dis depuis le début, ce qu'il faut, c'est optimiser ces systèmes. Maintenant, j'ai une entité qui fonctionne, j'ai créé un hybride où j'ai un catalyseur au sein d'une protéine. Est-ce que je peux faire de la catalyse en dehors d'oxyder son substrat? Alors, pour faire ça, ce qu'il faut, c'est que justement, j'évite d'hydroxyler le ligand, ou du moins une partie du ligand, et surtout que j'évite de créer cette liaison ici, fer 3 oxygène. D'accord? Donc, pour faire ça, on est parti sur la synthèse de complexes analogues, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout simplement le benzyle pour éviter d'avoir la formation du catéchol et ainsi permettre la réaction. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a bloqué les positions ici en mettant un sulfure, ce sulfure pouvant éventuellement piéger cet oxygène et évitant de toute façon de se lier au fer. OK, donc c'est sur quoi on est parti. Voilà les premiers résultats. Ces complexes-là, la modification n'affecte pas la coordination du système au sein du site actif. On retrouve bien l'arginine qui lie les carboxylates, le phénol, etc. Ici, vous avez le thioéther. Et de l'autre côté, vous avez le méthyle qui est présenté là. Et puis devant, vous avez un sulfate. Et là, devant, vous avez une molécule d'eau ici. D'accord ? Donc, on retrouve le fait de modifier n'affecte pas l'introduction du complexe au sein de la protéine. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met l'oxygène? Alors, c'est tout nouveau, donc je vous montre ça rapidement. Ce qui se passe, c'est que sur le cas où on utilise le thioéther, on n'a pas d'oxydation du thioéther. Ce qu'on a, c'est en fait une hydroxylation du catéchol, enfin du phénol présent. Ce qu'on n'avait pas dans l'autre cas. D'accord? Et ça, on a peut-être un peu de mal à l'expliquer aujourd'hui, mais ce qui nous semble, c'est que vous vous rendez compte que c'est dans cette zone-là que se passe l'hydroxylation. D'accord? Et lorsque je vous ai présenté le complexe tout à l'heure, vous avez vu que l'hydroxylation se faisait du même endroit. Donc en fait, c'est ici que se passe l'hydroxylation. Et c'est ça qu'on est en train de creuser. Alors ce n'est pas dramatique, ça va changer un peu l'électronique du système, mais en tout cas, cet OH ne va pas se fixer sur le fer. On garde toujours une position labile, et donc on peut faire de la catalyse. Alors, si maintenant je continue le parallèle, quand je fais en absence de protéines avec le thiolate, je me rends compte que je forme plusieurs produits. Et là, j'ai une hydroxylation ici, une hydroxylation ici et une autre hydroxylation, ou les deux hydroxylations simultanément. D'accord ? Donc, de nouveau, je n'ai pas de protéines, je perds de la sélectivité. Voilà, donc pour finir cette partie-là, je viens de vous montrer qu'on est capable de mettre au point une nouvelle technique pour étudier les mécanismes réactionnels de petites molécules inorganiques. Et c'est ce qu'on va continuer à développer. Et surtout, peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a été les premiers à montrer la structure d'un complexe fer3-peroxo au spin. Ça, c'est pour les férus. L'idée, c'est évidemment de généraliser cette méthode à d'autres réactions. On pourrait faire des transferts d'azote, par exemple. C'est ce qu'on peut faire en utilisant notamment la lumière pour le faire à partir d'azido ou de complexes de fer azoture. Et puis, surtout, ça montre que la protéine, on a la chance d'avoir obtenu une protéine qui va vraiment nous servir de plateforme pour le reste. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer rapidement maintenant. C'est que, puisque puisque nous avons été capables d'introduire des complexes à l'intérieur de la protéine, on va en faire des catalyseurs. Donc on va aller chercher maintenant dans la littérature ou dans nos laboratoires des complexes qui sont capables d'effectuer des réactions d'oxydation, les introduire à l'intérieur pour chercher de la chimiosélectivité, éventuellement de l'énantiosélectivité et surtout regarder si on gagne en stabilité. Et ce qui nous a intéressé là, c'était de faire une réaction qui semble relativement simple pour tout le monde, qui est d'introduire un oxygène sur un soufre pour former un sulfoxyde, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc,
Marc vous a déjà présenté certains résultats. Je vais juste rapidement y aller en disant que dans le cas de la sulfoxydation, il y a des résultats qui sont déjà probants. Marc vous a parlé des travaux de Ward sur la streptavidide. Il arrive avec des excès d'antiomérique de 93%. D'accord, en utilisant juste la protéine, un complexe de vanadium qui va se fixer dans le site actif et qui apparemment utiliserait le packing, enfin le peace stacking entre le substrat et deux noyaux aromatiques des résidus. Et vous avez ensuite le cas de Yilu, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui consiste à mettre un manganèse salène de manière covalente au sein de la myoglobine pour former des sulfoxydes avec des excès d'antiomérique de 51%. Le dernier point, c'est le datif, dont Marc a parlé aussi. Et là, par contre, les résultats sont un peu moins bons. Alors, on est parti du coup dans une étude où on va introduire des complexes de fer possédant deux pyridines et un l'éthylèldiamine servant de pont entre les deux pyridines, et qui sont des environnements qui sont connus pour effectuer de manière très sélective, dans certains cas par d'hydroxylation dans ce cas-là, de former des diols dans d'autres en faisant varier la nature de la copule chirale. Nous avons montré qu'on était capable de faire avec ça de l'oxydation aromatique et aussi des réactions stéréospécifiques d'oxydation du diméthylcyclohexane. Et enfin, on est aussi capable de faire avec ce type d'environnement des hydroxylations aromatiques, des époxydations énantiosélectives. Donc, ce système-là sont des bons potentiels pour faire la même réaction au sein d'une protéine et dans l'eau. Alors, avant de faire ça, on a voulu essayer de comprendre comment nos complexes pouvaient se fixer à l'intérieur et quels étaient les déterminants structuraux qui étaient essentiels à leur stabilité. Alors, pour ça, on est parti de l'histoire de l'EDTA et on a rajouté, ça c'est le complexe dont on vient de parler, on a gardé les deux carboxylates, on a mis un phényl et un phénol, et puis ensuite, on a rajouté deux carboxylates en mettant ici, par exemple, un noyau cyclohexyle chiral. Et on a fait la même chose, on a gardé l'éthylènediamine, on a mis deux carboxylates ou un seul carboxylate. Et on a aussi regardé, on a pris des complexes où les carboxylates n'étaient pas dans ces positions-là, mais étaient dans des positions plutôt planaires, ou alors même en absence de carboxylates. Alors, tout ceci pour vous dire que ces systèmes-là ne peuvent pas se fixer à la protéine, parce qu'ils n'ont pas la plasticité de cet environnement éthylènediamine mono ou dicarboxylate. Voilà, on est capable de cristalliser des complexes, donc ça a peut-être moins d'intérêt, et par contre, on est capable d'obtenir les structures de ces complexes au sein de la protéine, comme on vient de le voir, donc je vais aller vite. Ce qui est intéressant là, enfin, d'un point de vue structural, c'est qu'en fait, il y a deux topologies. En fait, dans le cristal, au sein du cristal, vous avez une entité dimérique. Donc, en fait, vous avez deux sites potentiels ou deux cavités potentielles dans le cristal. Et en fait, il s'avère que dans un site, eh bien, vous mettez votre complexe, alors ça c'est un complexe monocarboxylate avec le cyclohexyle, on retrouve le cyclohexyle ici, le carboxylate toujours pareil avec la liaison hydrogène avec l'arginine, et vous vous rendez compte qu'ici on a une symétrie trans où les deux pyridines sont face à face. Mais dans l'autre site, dans le même cristal, vous avez à 100% une autre topologie. Vous allez avoir toujours le même système d'accroche, le cyclohexyle se trouve à peu près au même endroit, mais il est un peu tilté, et en fait, vous vous rendez compte que maintenant, les pyridines ne sont plus dans le même plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une topologie cis-bêta. Donc ça, c'est un peu ennuyeux pour l'énantiosélectivité, mais c'est intéressant pour essayer de comprendre comment les systèmes s'accrochent au sein de la protéine. Ce qui est intéressant là, dans ce système-là, c'est que vous avez un site labile. Alors on trouve la même chose avec les dicarboxylates, et au lieu d'avoir une position labile, vous avez un carboxylate dans ces positions. Hein. Bien, tout ceci pour vous montrer qu'on a effectivement, même en solution, deux espèces, hein, puisque vous avez ici le complexe de départ, ça c'est la RPE de l'espèce de départ, vous avez un seul signal à G égale K3, d'accord, donc un seul environnement. Lorsque vous rajoutez la protéine, vous avez en fait deux environnements, un qui ressemble à celui de départ et le second qui est présenté ici par trois valeurs de G et qui montre que l'environnement n'est pas le même. Donc on peut ici voir qu'on a bien
deux environnements du complexe au sein de la protéine, comme c'est montré dans les cristaux. Pour étudier la stabilité du complexe au sein de la protéine, on a étudié en fait la fluorescence, enfin l'extinction de fluorescence des noyaux de tryptophane qui nous permettent de déterminer une constante d'affinité apparente. C'est important parce que nous, vous avez ici un tryptophane, il y en a même un derrière, hein, et le fait de mettre un complexe, une molécule hydrophobe, fait que vous allez changer les propriétés de fluorescence de ces tryptophanes et de manière très, très aiguë, et ce qui permet d'avoir des études très fines de l'affinité. Alors voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que quand vous allez augmenter la quantité de problèmes, vous avez une extinction de la fluorescence, et ce qui est par un calcul très simple à partir de cette réaction-là, enfin de cet équilibre-là, vous pouvez déterminer les KD, donc voilà les valeurs. Tout se trouve entre, on va dire, 1 micromolaire et 60 micromolaires, et on voit des distinctions, d'accord, qui sont notamment, peut-être importantes ici, que les monos, alors il ne faut pas que je me trompe, les monodentates sont plus stables au sein de la protéine que les bidentates. D'accord? Non, je dis n'importe quoi. Que le bidentate est plus stable au sein de la protéine que le monodentate, hein, puisqu'on multiplie à peu près par 2,5. Et c'est ce que je résume un peu ici. Voilà, en vous montrant quels sont les critères qui sont importants. Donc là, j'ai représenté en fait la stabilité des complexes au sein de la protéine. Les systèmes les plus stables sont ceux-ci. C'est le complexe dont j'ai parlé dans la première partie, le complexe DTA. Hein, et ça, c'est dû au fait que vous avez une charge qui est plus faible, qui tend vers -1 dans ce cas-là. Et ça, c'est certainement dû au fait que la cavité doit être un peu positive, puisque vous avez les deux arginines présentes. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'encombrement stéréique joue un rôle. Vous voyez par exemple que le système avec l'éthylène-diamine est beaucoup plus stable que le système avec cyclohexane-diamine. Et enfin, quelque chose qui était assez inattendu, c'est que en fonction de la chiralité de la diamine qu'on a introduite au sein du complexe, on n'a pas du tout la même stabilité. Ce qui montre qu'il y a des interactions non covalentes importantes. Alors pour essayer de les visualiser, on a fait des calculs avec Patricia Amara et Michael Charrier à l'IBS, et que je vais essayer de tenter de résumer là, et qui démontrent les types d'interactions qui étant présentes au sein d'un complexe. Vous avez ici le cyclohexyle, vous avez une pyridine ici, une autre pyridine. Donc dans ce cas-là, vous avez l'interaction la plus forte, hein, qui est de l'ordre de 40 kJ à peu près, qui est entre l'arginine et le carboxylate, mais vous avez aussi des liaisons, enfin une interaction pi-pi entre cette pyridine et le tryptophane, et après tout le reste, ce sont des liaisons CH-pi, en fait, entre les pi du tryptophane et les liaisons CH du cyclohexyle dans ce cas-là, et un CH ici de la pyridine. Et si vous continuez, vous en avez d'autres aussi entre cette tyrosine et des CH ici. Donc là, on démontre qu'il y a des interactions qui sont très très faibles, hein, parce que ça c'est en dessous de 2 kcal, hein, et qui fait que, enfin, dans la réalité, nous on ne peut pas le mesurer en utilisant ce programme-là, donc on a donné des idées en disant que c'était plus ou moins stable, mais ce qui montre bien que pour que le système soit le plus stabilité, vous n'avez non pas une seule interaction, mais vous avez des multitudes, et qui font qu'à la fin, vous pouvez avoir des systèmes très très stables. Donc voilà, ça c'est le résumé. Bien, alors maintenant, j'ai mon système intégré, je suis capable de le stabiliser, je sais quels sont les systèmes les plus stables, donc je vais les tester. Alors j'ai testé en oxydation du thioanisole, en essayant de voir si je suis capable d'oxyder le soufre en sulfoxyde, et voilà les résultats qui sont assez particuliers. Première chose, si je prends l'oxydant qui a été NaOCl, parce que quels que soient les autres oxydants, on n'a pas été capable d'observer une oxydation, donc ce n'est pas si simple d'oxyder le sulfure en sulfoxyde. Ensuite, on a pris la protéine seule, NiCa tout seul, sans rien mettre dans la cavité, on se rend compte qu'on a une activité non négligeable, de l'ordre de 40%, et on forme du sulfoxyde en rouge. Si je prends le complexe, un des complexes NiCa, je me rends compte que j'ai à peu près la même activité. Donc je n'ai pas de distinction entre les deux. Et si je prends le fer DTA, j'ai à peu près la même chose aussi, donc je ne comprends pas bien ce qui se passe. Et est-ce que j'ai réellement une activité liée à mon complexe? Et en fait, ça nous a amené à penser que
on avait un des critères qu'on avait oublié d'intégrer, c'était la stabilité, ou du moins l'interaction entre un substrat et la protéine. Je vous rappelle, si les enzymes sont aussi efficaces, c'est aussi parce qu'elles sont capables de fixer les substrats de manière très, très spécifique au sein du site actif, et ainsi permettre une sélectivité grande. Donc c'est ce qu'on a essayé de reproduire, et pour ça, on a fait un calcul d'accostage moléculaire avec Patricia Amara à l'IBS. Donc voilà une représentation de la protéine. On voit bien ici les cavités qui permettraient le passage des substrats. Donc on a gardé ces cubes-là. Ça, c'est où se trouvent, en violet, où se trouvent les acides aminés qui sont importants pour la coordination du complexe. Et donc, vous voyez qu'on s'est mis dans cette... On a créé un cube ici et on a regardé quelles étaient les molécules qui étaient capables de se fixer dans cet espace. On a utilisé une base de données Zinc qui est connue pour rassembler toutes les molécules d'intérêt pharmaceutique. Donc, il y en a 13 millions. Enfin, ça a augmenté encore. Hein. Et à partir de là, on a mis des restrictions. La première, c'était de prendre des petites molécules parce que, bon, d'un point de vue synthétique, c'est quand même un peu plus... facile à faire, donc on est tombé à 5 millions. Ce qu'il fallait, et puis il fallait que ce soit soluble. Alors ça, bon, ce critère-là, il ne faut peut-être pas trop en tenir compte, parce qu'à la fin, ce n'est jamais la réalité. On a choisi un motif qui soit prochiral, donc qui ressemble un peu au thioanisole. Donc là, on est arrivé à 77 000. Et prendre quelque chose où on avait un score qui était bon, mais pas trop. Parce que ce qu'on voulait, c'est que quand même, pour que la réaction se passe, il ne fallait pas que le substrat reste fixé, sinon il n'y avait plus d'activité. Et donc du coup, on a... C'est pas grave, on ne voit plus rien. Et après, on a fixé des distances structurales entre le catalyseur et le substrat qui soient avec une distance fer-soufre de l'ordre de 6 angstroms. Et on est arrivé alors avec une sélection d'une famille, parce qu'en fait, plein de molécules sont sorties, mais en fait, on s'est retrouvé avec quelque chose qui ressemble à un thiométhylamide, et dont on a retrouvé beaucoup de molécules de la même famille, c'est-à-dire substituées, voilà, si j'y arrive, de molécules substituées. Et donc ça, on est parti, alors ça ressemble un peu à le modafinil, qui est une molécule utilisée dans le désordre du sommeil. Et on a donc commencé par synthétiser deux molécules, qui possèdent un acétamide, l'autre un nitro, toujours avec ce système-là, et on a regardé si ça fonctionnait. Alors, c'est là où c'est la beauté de la science, si ça tourne. Voilà, ça juste pour vous montrer comment les molécules ont été réintroduites après pour voir comment elles se fixaient. Donc vous voyez ici, elles se fixent sur la protéine dans cette partie-là, et on est bien autour de 6 angstroms là. Alors, voilà le résultat. Lorsqu'on prend ici, non pas le nitro, parce qu'avec le nitro ça ne marche pas, mais avec l'acétamide, dans cette position-là, on a effectivement la transformation du sulfure en sulfoxyde. Et de manière assez étonnante, comme c'est présenté si on prend cette position-là. Si je prends l'eau de Javel, qui est quand même quelque chose de relativement costaud, rien ne se passe. Je ne forme pas de sulfoxyde. Par contre, si je prends mon complexe, il ne se passe rien. Par contre, si je prends la protéine, il se passe quelque chose, j'ai une petite activité d'oxydation qui montre que j'ai un peu de sulfoxyde, entre 0 et 10%. Maintenant, si je prends mon hybride, je forme à plus de 80% seulement du sulfoxyde. Donc vous vous rendez compte la force de la chose, c'est-à-dire je suis parti de deux briques élémentaires, si on peut dire, qui n'avaient aucune activité, je les mets ensemble et je suis capable de créer une activité très importante. D'accord? Donc ça, cet effet de synergie, il n'y a que dans c'est un des exemples où on peut retrouver ces effets de synergie. Et surtout, ce qui est important là, c'est qu'on retrouve la sélectivité. Donc là, c'est important parce qu'on n'a que du sulfoxyde. Maintenant, on peut aller plus loin. Bon, je ne vais pas passer trop de temps, mais on voit que l'activité diminue en fonction des conditions, et notamment, si j'augmente la quantité de substrat par rapport à l'oxydant, je me rends compte que je diminue l'activité, ce qui montre que certainement le substrat a un effet inhibiteur, et ce qui prouve bien qu'il vient se fixer au bon endroit. Alors ça ne me prouve pas que c'est le complexe lui-même qui fait la réaction. C'est les deux. Il se passe quelque chose. Maintenant, ce que je fais, c'est que je change la nature du catalyseur. Je prends d'abord le fer EDTA, d'accord, dans l'hybride. Il ne se passe rien, ou très très peu de sulfoxyde.
Je prends les entités qui sont avec 2 carboxylates. Avec le cyclohexyle ou avec la diamine, j'ai très peu d'activité. Okay, maintenant, je prends l'entité monodentate, avec le monocarboxylate, excusez-moi, et là, je retrouve une activité très importante. D'accord ? Ce qui démontre sans ambiguïté que c'est bien le catalyseur qui est responsable de l'oxydation. D'accord ? Et ce qui, pour aller un peu plus loin, et c'est peut-être le plus décevant, mais c'est la vie, on a des excès énantiomériques qui sont très très faibles, voire, je dirais négligeables. Et je ne veux pas les négliger parce que c'est quand même du boulot, mais on est autour de 10% seulement. Mais ça prouve que ça peut marcher. Donc là, je vous ai montré que non seulement le fait de créer cet hybride, on a créé une nouvelle activité, d'accord ? Donc c'est vraiment un effet de synergie, et que c'était bien le complexe qui était responsable de l'activité. Et pourquoi on a une distinction entre ces deux systèmes ? Eh bien, si on revient à la structure, on se rend compte qu'on a des structures qui sont différentes entre les systèmes dicarboxylates et les systèmes monocarboxylates, d'accord, qui est en fait la présence d'une position labile, hein, ici, entre un fer et une molécule d'eau. Et c'est cette position-là qui va en fait activer l'oxydant, et ça n'arrive que dans cette position-là, alors que ici, vous voyez que c'est une sphère fermée, et on le voit très bien ici, les distances sont toutes pratiquement équivalentes, vous avez bien quelque chose de complètement fermé, et donc il n'y a pas possibilité à ce qu'on échange, dans les conditions dans lesquelles on travaille, l'oxydant avec un des ligands. D'accord ? Ce qui fait que ce système est inactif, et celui-là est actif, et ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est que cette pyridine-là se trouve à une distance qui est très éloignée, c'est-à-dire, vous voyez, entre 2,6 angstroms, ce qui semble indiquer qu'on a pratiquement 2 positions labiles. Et c'est peut-être ça qui explique la distinction entre les différents systèmes catalytiques. Donc voilà, il me semble vous avoir montré beaucoup d'images, je reconnais, un peu toujours les mêmes, mais bon, malheureusement, c'est parce que ça marche, donc on ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne peut rien. Voilà, donc je vais juste conclure en vous disant que voilà, on développe un nouveau type de catalyseur bioinspiré qu'on va appeler une méthanoenzyme artificielle. Hein. Je vous démontre que la protéine NICA est vraiment un outil pertinent pour le développement de ce type d'hybride, hein, puisque vous voyez que dans les conditions dans lesquelles on a travaillé, on n'a pas de destruction de la protéine, même si on utilise de l'eau de Javel. Et si on veut continuer pour rendre le système plus intéressant, il faut effectivement obtenir de l'énantiosélectivité. Et pour ça, il va falloir qu'on modifie nos ligands pour avoir une seule conformation, qu'on mute et qu'on fasse de la mutagénèse dirigée pour arriver à avoir une meilleure affinité pour le substrat et aussi pour l'oxydant. Et on va continuer à travailler sur cet aspect de nature des substrats et de faire ces dockings ou ces accostages moléculaires pour voir l'effet de l'électronique et de la taille sur l'activité. Dans le cas de l'activation de l'oxygène, eh bien, on va essayer de regarder pour les alcènes et les alcanes toujours par la même méthode. Et surtout, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est quelle est l'espèce responsable de l'introduction de cet oxygène sur le site actif. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.